Donc, bonsoir, bonsoir, je suis Erwin Avalon. Et ce soir, la question est très amusante. Elle a trait à la maçonnerie. Voilà. Et alors, vous imaginez, il faut que je parle d'un sujet aussi vaste en peu de temps. Alors, en fait, je vais traiter la question sous l'angle, la relation entre les Templiers et la maçonnerie. C'est amusant, non? Donc, si vous voulez, nous allons remonter un peu le cours de l'histoire et nous retrouver au temps des croisades. Et donc, la croisade de 1099 va finalement réussir à prendre Jérusalem. Voilà. Alors, imaginez la joie, indicible de tous ces chevaliers qui, après tant de chevauchées, réussissent enfin à prendre la ville de Jérusalem, la ville tellement sainte, aux barbares, aux infidèles. Imaginez comment ils considéraient à l'époque les musulmans. Voilà. Heureusement, ça a changé. Et alors, Godefroy de Bouillon, qui est à la tête de la croisade, va donner l'esplanade de Jérusalem, l'esplanade où se trouve actuellement la mosquée Al-Aqsa et le dôme du Rocher, à un groupe de chevaliers voilà, qui vont commencer à faire des excavations en ce lieu, dans les souterrains de l'ancien temple, des anciens temples de Salomon et d'Hérode. Et voilà que on ne sait pas ce qu'ils ont trouvé, mais quelque temps plus tard, en 1129, est créé l'ordre du Temple, apparemment par un groupe de chevaliers qui avaient eu la possibilité de participer aux excavations. Et la chose extraordinaire est que, à partir de la création de l'ordre, qui je crois est officialisé par la papauté en 1138, le mouvement templier se développe d'une façon extraordinaire, couvre l'Europe de cathédrales à partir de 1150, développe des structures absolument incroyables, notamment le système bancaire. Et donc, en un peu plus de 100 ans, ils font des miracles extraordinaires, ils pacifient, ils multiplient les voies de communication et notamment, ils permettent, c'est eux qui inventent la lettre de change, qui permet de déposer l'argent dans un endroit et de le récupérer dans une autre ville, même dans un autre pays. Voilà, donc les Templiers, à partir de leur fondation, mais à partir des excavations sous le temple, sous l'esplanade du rocher, vont faire des miracles dans toute l'Europe. Et il y avait apparemment dans l'ordre des Templiers trois groupes. Il y avait le noyau central, il y avait le cytoplasme et il y avait la membrane. Et les représentants du noyau central ne se faisaient pas connaître. Ceux du cytoplasme étaient les dirigeants apparents de l'ordre des Templiers, et puis il y avait tous les chevaliers qui combattaient, on va dire, à des niveaux de responsabilité différents, qui représentaient la membrane. Voilà, donc trois niveaux. Et en plus, les Templiers, apparemment, avaient euh, commencé à mettre en place un système synarchique, c'est-à-dire le gouvernement avec principe dont le fonctionnement reflétait parfaitement les principes divins appliqués au monde politique sur la Terre. Et cette élaboration de la synarchie, de ce gouvernement avec principe,
avait déjà pour but de réaliser les États-Unis d'Europe. Et donc, j'ai plein d'autres informations, mais je peux pas, je veux dire, ça va pas durer jusqu'à demain matin, donc je les garde. Voilà. Et notamment sur les sources de financement des cathédrales et de tout ce qu'ils ont accompli. Quoi qu'il en soit, en 1307, le roi de France, Philippe le Bel, Philippe IV le Bel, euh, qui a énormément besoin d'argent, on met en place un projet. Enfin, il a déjà préparé bien avant. Hein. Euh, il a pour cela fait nommer un pape euh, qui qu'il fait nommer parce que il est d'accord pour suivre la politique du roi en France. Et donc, en 1307, il fait arrêter et massacrer euh, une bonne partie des Templiers. Il fait prisonnier Jacques de Molay, le chef apparent du mouvement. Et en 1314, Jacques de Molay euh, est condamné et brûlé vif. Hein, il est brûlé vif après un procès euh, totalement inique et c'est très connu, sur le bûcher, il va condamner le Premier ministre, dont j'ai oublié le nom, le pape et le roi de France. Il les convoque devant le tribunal de Dieu avant la fin de l'année. Et, eh bien, les trois vont, l'équivalent du Premier ministre meurt d'abord, puis le pape et puis le roi, le tout dans la même année, en 1314, après l'exécution de Jacques de Molay. Waouh! Ça, c'est vraiment de l'efficacité en matière verbale. Et en plus, il condamne les descendants des rois de France à une malédiction. Et voilà, et là, il y a tout un tas de choses fantastiques qui vont se passer. Voilà. Alors, la question, c'est que sont devenus les trésors du temple après la destruction du temple? La domanda è che cosa sono diventati i tesori del Tempio dopo la distruzione del Tempio. Et alors, une partie de la tradition dit que bien sûr, l'ordre secret du temple ne s'est pas fait détruire et qu'il a transporté toutes les archives en Écosse. Pourquoi en Écosse? Je vais vous le dire. Voilà. Donc, il semble que euh, tous les chevaliers de tous les pays avaient participé aux croisades à l'époque et que euh, des, euh, des chevaliers écossais très proches du pouvoir royal avaient participé aux excavations. Et donc, ils ont décidé que c'était en Écosse que ces trésors seraient les plus en sécurité. Et c'est ainsi que l'ordre tombe en sommeil, l'ordre officiel européen tombe en sommeil, mais que les rois de France, les rois du Portugal, les rois d'Espagne notamment, refuseront de détruire l'ordre du Temple qui deviendra l'ordre du Christ dans ces différents pays et dans d'autres. Et c'est notamment sous la bannière de cet ordre que l'Amérique sera découverte par les Portugais et par les Espagnols au XVe siècle. Et voilà. Et puis, nous arrivons au XVIIe siècle euh, avec la fondation d'un premier ordre maçon, semble-t-il,
par le roi Charles Ier d'Angleterre. Charles Ier, qui je crois était roi d'Angleterre entre 1625 et 1649. Quand les Stuarts, rois d'Écosse, sont devenus rois d'Angleterre, ils ont transféré une partie des archives qui se trouvaient en Écosse, et certains disent qu'elles étaient cachées à l'abbaye de Rosslyn. Ils les ont transférées à Londres. Et donc, ils décident aux alentours de 1640 de quelque part faire ressurgir la sagesse templière et ils créent donc la maçonnerie. Mais en 1649, il y a la révolution anglaise avec l'institution de la République et le roi Charles Ier à la tête coupée, ce qui donnera des idées aux révolutionnaires français quelques 150 ans après. Et la chose extraordinaire, c'est que Cromwell, qui abat la monarchie, est un descendant direct d'un Cromwell qui était Premier ministre du roi Henri VIII, qui est mort en 1548, me semble-t-il, et à qui Henri VIII a fait couper la tête parce qu'il adorait faire couper la tête de ses épouses et des gens qu'il n'aimait pas. Voilà, il était magnifique. Henri VIII, vraiment, il avait un sens de l'humour extraordinaire. Alors, si on regarde ça sous un angle, on va dire, karmique, entre guillemets, on se régale. Ce qui se passe, c'est que Cromwell va détruire une partie des archives de l'ordre du Temple qui avaient été rapatriées à Londres. Et donc, il y a une première destruction extrêmement importante des archives. En 1659, Cromwell meurt, son fils Olivier lui succède. En 1660, les Stuarts reviennent au pouvoir, rétablissement de la royauté, et donc les Stuarts reprennent la direction à la fois de l'État et de la maçonnerie qu'ils avaient fondée. Voilà. Et donc le roi Charles II, le nouveau roi, qui sera roi de 1660 à 1689, récupère sa fonction de divulgateur du secret des Templiers par le biais du nouveau mouvement maçonnique. Il faut dire que les Stuarts sont catholiques dans un royaume anglais qui est protestant. Et ça dérange énormément beaucoup de monde. Et Jacques II a des projets vraiment extrêmement, des projets extraordinaires pour rendre le peuple anglais heureux et dans l'opulence. Il a vraiment un plan de rétablissement d'un gouvernement au service des sujets. Et là, on retrouve, si vous voulez, le fil conducteur de la politique des Templiers. Et résultat, ça ne plaît pas aux dirigeants économiques de l'Angleterre de l'époque. Il propose donc à la fille aînée de Jacques II, qui est protestante et qui est mariée avec le duc de Hanovre, de prendre le pouvoir. Il lui demande, est-ce que si on chasse votre père du pouvoir, vous acceptez de devenir la reine? Et Marie accepte. Voilà. Elle accepte à condition d'être couronnée avec son mari. Et donc, en 1688, ils chassent Jacques II du pouvoir et ils mettent à sa place sa fille qui devient Marie II et son mari qui devient Guillaume
qui devient Guillaume IV, hein. Non, Guillaume III. Voilà. Et son mari devient Guillaume III. Et, euh, et là, ils détruisent ce qui reste des archives templières tenues par les Stuarts. Et les Stuarts étaient les gardiens des mystères templiers devenus la maçonnerie. Et donc, les archives sont complètement détruites. Alors là, il peut être utile de faire un voyage dans le passé et de comprendre pourquoi les maçons disent descendre de l'Égypte ancienne. Voilà. Et certains groupes disent qu'ils sont les dépositaires des mystères de l'Égypte ancienne. Alors, cela laisse supposer, si vous voulez, que dans les excavations qu'ils ont faites sous le temple de Salomon, ils ont trouvé des archives euh, qui peuvent être, si vous voulez, les équivalents des manuscrits de la mer Morte. Certains disent qu'il y avait une copie des manuscrits de la mer Morte déposés sous les temples, ou qu'il y avait des secrets, qu'ils ont découvert des secrets euh, remontant aux origines du judaïsme, mais n'oublions pas que Moïse était un prince égyptien et que donc ce qui a été trouvé dans les fondations du temple est arrivé par l'intermédiaire, on va dire, de Moïse et du peuple hébreu qui l'a porté d'Égypte. Voilà. Et donc là se trouve le fil conducteur de la remontée du mouvement templier à ses origines égyptiennes. Voilà. Donc, vous ne trouvez pas cela passionnant? Évidemment, j'adore. C'est pour ça que je peux vous le raconter. Voilà. J'espère que je ne suis pas trop ennuyeux parce que tout le monde n'aime pas l'histoire, hein. Voilà. Et alors, si vous voulez, on peut dire que les archives ont disparu à partir de 1688 et les Stuarts, qui étaient les gardiens, on va dire, de l'esprit de la maçonnerie, ont été exilés en France. Donc, Louis XIV va donner à Jacques II le château de Fontainebleau. Jacques II va vivre au château de Fontainebleau. Son fils, il va essayer de reprendre l'Écosse, mais ça n'a pas marché. Son fils va essayer à son tour, et puis les Stuarts vont mourir sans. Il n'y aura pas de descendants, et donc, je veux dire, de descendants mâles, et ni de descendants d'ailleurs. Et voilà, c'est ainsi que les Stuarts, dépositaires de la mémoire des Templiers, disparaissent de notre petit écran historique. Et donc, si vous voulez, apparemment, l'ordre anglais va toujours être dirigé par des membres de la famille royale, mais ce ne sont plus des Stuarts, puisque Marie II meurt sans enfant, sa sœur Anne meurt sans enfant, et à partir de 1714, ce sont des étrangers allemands qui prennent la couronne. Voilà. Et si vous voulez, l'élément le plus grave, c'est qu'il semblerait que la signification des rituels pratiqués a disparu. C'est-à-dire qu'il y a une pratique de rituels dont personne ne connaît le sens. Donc, si vous voulez, vous comprenez qu'il y a une perte considérable de qualité et de science à l'intérieur du mouvement à partir de là. Et qu'un mouvement dont on ne connaît plus le sens profond peut devenir un instrument entre les mains de personnes pas très bien intentionnées. Donc, par exemple, de personnes qui voudraient utiliser un mouvement
comme l'ordre maçonnique à des fins de contrôle et de domination personnelle ou de domination des élites sur le peuple, dont on sait que c'est la problématique majeure du fonctionnement des institutions sur cette planète, et c'est particulièrement visible actuellement. Et donc, on voit bien à quel point actuellement, ce système de contrôle des populations par des institutions extrêmement puissantes est devenu un modèle de gouvernement, et à quel point les élites deviennent les élites deviennent les ennemis des populations qu'elles sont censées diriger pour leur bien. Voilà. Mais en fait, les élites dirigent les populations au profit d'elles-mêmes, donc au profit, les élites dirigent les populations contre les populations au bénéfice des élites. Voilà, c'est un peu difficile à dire en français. Voilà, et donc si vous voulez, à partir de là, il devient évident et même impératif que le système de synarchie qui a été préparé par les Templiers avant leur disparition et qui prévoyait d'établir des structures permettant une entente, une collaboration harmonieuse et amoureuse entre les gouvernants et les gouvernés soit rétablie, soit enfin établie. Et je pense que cela va être, on va dire, l'enjeu des temps qui s'annoncent devant nous. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce sujet légèrement épineux, et j'espère que vous ne vous serez pas perdus dans les méandres de l'histoire. Voilà, donc je vous invite vraiment à partager, à mettre un j'aime, à faire des commentaires parce que ça aide énormément à diffuser ces informations, et c'est tellement dommage qu'elles restent avec tellement peu de vues alors qu'elles sont d'une telle utilité et qu'elles sont un outil important de réveil de la conscience, et il y a vraiment besoin actuellement. Voilà, donc merci de faire ce petit effort. Partager, mettre un j'aime et faire un commentaire. Voilà, merci beaucoup.